Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis consultant Oracle depuis 7 ans chez DBI et j'ai des spécialités qui sont les appliances notamment et tout ce qui est backup recovery et data guard. Alors, dans l'agenda pour ce soir, on va voir un petit peu ce que c'est Delphix et puis tout de suite on va rentrer en matière, on va faire le setup de la solution. On va l'utiliser, voir un petit peu ses différentes fonctions, puis on va parler aussi de ce qu'on appelle le portail self-service. Voilà, avec bien sûr une petite conclusion de ces tests techniques, de cette expérience qu'on a sur le produit. Alors, donc pour commencer, les bases Oracle, alors déjà le concept de tout ce qui est base de données relationnelle, c'est pas nouveau, hein, ça date des années 70. Et la première version d'Oracle, elle est sortie en 79. Donc en fait, on est quand même sur un produit qui est assez âgé, hein, 45 ans, qui fait toujours le travail qu'on lui demande. Et jusqu'à récemment, les bases Oracle, elles ont été assez monolithiques. Surtout, elles tournent sur principalement des serveurs bare metal. Bon, souvent, c'est des bases qui grossissent et qui grossissent, hein. On voit l'évolution chez nos différents clients, toujours plus de volumétrie. Et pas forcément des bases qu'on peut bouger simplement d'un serveur à un autre. C'est toujours compliqué. Alors en tout cas, peut-être pas compliqué, mais c'est jamais très simple, jamais très rapide. Et on a une particularité dans Oracle, alors jusqu'à présent, hein, ça a changé assez récemment, d'avoir un mix entre les données dans la base et les métadonnées. Ce qui n'est pas facile pour certaines opérations de dissocier ces deux types d'informations. Alors donc, quand on voit une base Oracle sur un serveur, alors on voit la base et son serveur, et en fait, si on regarde un petit peu plus en détail, on va retrouver un petit peu que cette base, elle est très souvent verrouillée sur un système, dans le sens où si on veut la mettre ailleurs, c'est pas si simple. Et puis ce mix de données, de métadonnées. Alors, bien sûr, vous me direz, on a le multitenant. Donc le multitenant, c'est une nouvelle architecture dans la base Oracle qui est apparue en 12.1, donc c'est-à-dire déjà plus de 10 ans maintenant. C'est une architecture qui est toujours pas la norme dans le sens où la version courante d'Oracle, qui est la 19C, est toujours compatible avec l'ancienne architecture Oracle. Donc, on n'a pas d'obligation d'utiliser le multitenant. Et le multitenant, qu'est-ce que ça vient apporter? Ça vient apporter une notion de container database, donc qui va être pour tout ce qui est système, toute la partie technique, la partie mécanique de la base. Et dans cette base conteneur, on va avoir une ou plusieurs pluggable databases. Et en fait, l'idée, c'est de dissocier donc ce qui va être système, des métadonnées système qui vont être au niveau du conteneur, des métadonnées qui sont propres à des données d'un utilisateur. D'accord? Donc l'idée, c'est de faire une dissociation physique et franche entre ces deux types de métadonnées. Et puis derrière tout ça, c'est pouvoir bouger facilement une pluggable database, ce qu'on ne savait pas faire avec une database classique en Oracle, en tout cas pas facilement. Et bien sûr, ça vient nous apporter certaines fonctionnalités modernes comme les fonctionnalités de snapshot. Et en fait, on a un petit schéma, nous, qu'on reprend dans nos workshops. Donc en fait, la partie container database, en fait, c'est celle qui va être associée à l'instance. D'accord? Donc ici, vous avez la notion de conteneur database. C'est celle qui sera très associée, très liée à l'instance, donc ce qui tourne sur le système, des processus et de la mémoire. Et en fait, on va avoir dans cette container database, on va avoir des pluggable databases qui sont représentés sous forme d'une clé USB. Ça veut dire qu'on va être capable de les débrancher pour les brancher ailleurs beaucoup plus facilement que ce qu'on pouvait faire avant. Alors le multitenant, ça c'est un coût, d'accord. Jusqu'en 18C, on n'avait qu'une seule pluggable database dans chaque conteneur. Alors on n'avait qu'une seule gratuitement, d'accord. Et dès qu'on avait plus qu'une pluggable database, on avait besoin de l'Enterprise Edition plus l'option multitenant. Alors tout ça, ça a résulté dans une adoption très tardive du multitenant, parce que ce n'était pas pour tout le monde, d'accord? Donc c'était qu'une partie seulement des personnes qui pouvaient utiliser cette fonctionnalité. Alors depuis la 19C, ça s'est un petit peu assoupli,
d'accord? Juste parce qu'en fait, c'était pas un modèle qui était intéressant pour la plupart des clients. Et on a un maximum de 3 pluggable databases pour chaque conteneur. Soit on est en Standard Edition, soit on est en Enterprise Edition. Donc on a 3 pluggable databases qui sont gratuites, d'accord? Et au-delà, si on veut avoir plus que 3, il faut l'Enterprise Edition et l'option. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'au final, la plupart des clients utilisent toujours des bases classiques. Donc en fait, le multitenant est plutôt pas tellement répandu aujourd'hui. Alors ça commence, hein, vraiment, on commence à faire pas mal de projets multitenants, mais aujourd'hui, la majorité des bases sont encore des bases classiques. Alors, aujourd'hui, quand on regarde en perspective de notre époque, les bases de données Oracle, bah, on voit que même une architecture peut être définie par le code. Donc je ne sais pas si vous avez connaissance de notre produit qui s'appelle YAC, où en fait on a envisagé de pouvoir créer des infrastructures principalement dans le cloud avec juste du code, juste une interface et on provisionne des serveurs, des bases. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on travaille dans d'autres domaines que la base de données Oracle. On travaille avec une certaine agilité. Le cloud et la conteneurisation sont en train de devenir des standards, d'accord? Donc l'agilité, je viens de le mentionner. Et en fait, pour quelqu'un qui gère des bases de données, on doit être capable de provisionner des environnements de test et de développement en quelques minutes et non pas en quelques heures, hein. D'accord? C'est ça le sujet du jour. Voilà, donc ce qu'on veut, c'est pouvoir provisionner des bases de tests de développement rapidement, d'accord? Et pas faire un ticket au DBA qui va mettre 3 jours à provisionner une base. D'accord? Ça, c'est un petit peu en décalage par rapport à ce qu'on fait maintenant sur d'autres technologies. Comment on fait un cloning de base de données de manière classique? Ben, en fait, alors on part du principe qu'on utilise Herman, d'accord, qui est, bon, la majorité du cloning se fait qu'Herman aujourd'hui. On part d'un backup existant, alors d'un backup, on imagine d'une base de production. Et là, on considère qu'on n'a pas le multitenant, qu'on gère vraiment au niveau du conteneur, c'est-à-dire la totalité des pluggables ou alors la base non-conteneur. Ben, voilà le type de script qu'on utilise. On a une commande Herman, on va allouer un certain nombre de channels pour faire cette opération et on a une action qui est le duplicate database. Donc là, ici, on crée une base qui s'appelle SCD test 9 à partir d'une location de backup. C'est un endroit où j'ai mes backups de production. Donc ça marche bien, ça fait longtemps que ça marche sur Oracle, il n'y a pas de problème, hein. Alors, ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'en fait, on a défini 8 channels. Et ça, on ne peut le faire que si on a une Enterprise Edition et que si on a assez de licences pour le faire. C'est-à-dire que là, je suppose que j'ai un serveur qui a au moins 8 processus. Les channels, ça va être des processus, hein, basiquement. J'ai un serveur avec 8 processus, 8 cœurs disponibles. Et ben, je vais pouvoir travailler avec 8 processus pour faire ma création de ma base de test. Okay. Alors, ça peut prendre un certain nombre d'heures pour des grosses bases, hein, d'accord? Donc des fois 8, ça ne nous permet pas de restaurer une grosse base en quelques minutes. On va être plutôt sur quelques dizaines de minutes, quelques heures selon l'infrastructure. Donc pourquoi c'est si long en fait dans la réalité? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la Standard Edition, chez nos clients, elle a quand même une part de marché qui est assez importante. Et quand vous êtes en Standard Edition, vous n'avez le droit qu'à un channel pour tout ce qui est backup restore. Donc quand vous provisionnez une base de test, vous ne pouvez pas paralléliser. Il n'y a pas d'option pour paralyser, c'est un channel, point, un seul processus. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que par rapport à une certaine époque où en fait on installait Oracle sur n'importe quelle machine, il n'y avait jamais de contrôle. Aujourd'hui, la plupart des clients, la totalité de nos clients respectent strictement les conditions de licence Oracle parce qu'il y a des audits simplement. Et en fait, dans la réalité, c'est que la plupart de nos clients ne peuvent se permettre de n'acheter qu'un nombre de CPU limité parce que la licence Oracle coûte assez cher, hein. Donc, si vous restaurez avec un degré de parallélisme 8, ça veut dire que vous avez acheté 4 licences Enterprise qui correspondent à 2 cœurs en Intel et ça, c'est déjà un certain coût. Et en fait, dans la réalité, c'est que en ce qui concerne la base de production, le temps de restore
n'est plus si important qu'à une époque. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a le flashback database. Donc, si on doit revenir dans le temps, à un point dans le temps sur une base, eh ben, flashback database, ça permet de revenir à un point dans le temps en quelques secondes, quelques minutes, par rapport à un restore qui va prendre des heures. D'accord? Et ça, quelle que soit la volumétrie. Et parce qu'aussi, on a eu la généralisation de DataGuard. Alors, pour la Standard Edition, on va plutôt parler de DB Standby. Et DataGuard, ça permet de protéger la base de production. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais on a le moindre problème sur la base de source, la base de production, on va basculer tout de suite sur la base de secours. D'accord? Donc, le temps de restore n'est plus un facteur qui va définir les RPO, RTO. D'accord? Parce qu'en fait, le restore, de toute manière, prend plus de temps que ces deux technologies. Et en fait, ce qui se passe aussi, ce qu'on constate, c'est que les entrées-sorties, les input-output, sont plus tellement le bottleneck quand on veut dupliquer une base. En tout cas, aujourd'hui, ça ne devrait plus l'être. Donc en fait, la principale limite, en fait, c'est combien de channels on va pouvoir allouer sur notre opération de création, de provisioning de notre base de test. Alors, la promesse de Delphix, c'est quoi? Alors, Delphix, il y a plusieurs produits qui sont proposés par Delphix, et nous, on va parler vraiment de Continuous Data. C'est un produit qui a changé plusieurs fois de nom par le passé, hein. Donc, aujourd'hui, il s'appelle Continuous Data, mais ça a pu s'appeler différemment. Et en fait, la promesse, c'est de diminuer l'empreinte des données de 10 fois, d'accord? C'est-à-dire diminuer la volumétrie du stockage et accélérer le provisioning de 100 fois. D'accord? Ça, c'est la promesse dans les slides de Delphix. Donc, en fait, ce qu'ils veulent, Delphix, c'est apporter une réponse. C'est provisionner des bases de données en quelques minutes et non plus quelques heures. De faire ça par une interface qui est user-friendly par rapport à des lignes de commande ou des scripts Oracle. De faire ça sans licence additionnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas conditionné au fait que vous ayez 4 cœurs, 8 cœurs, 16 cœurs sur votre machine. C'est-à-dire, voilà, l'idée, c'est que ça soit rapide, quel que soit votre nombre de licences. Bien sûr, économiser des coûts de stockage hein, en diminuant la volumétrie nécessaire pour ces bases de test dev. Et puis derrière, c'est un produit qui a été développé avec une notion d'API à tous les niveaux, notamment pour l'intégration DevOps. D'accord? Ce qui n'est pas nécessairement le cas dans les produits Oracle classiques. Voilà. Et en fait, ils ont un autre produit qui s'appelle Continuous Compliance. Et là, c'est un module de data masking. Et l'idée, c'est que les deux produits, alors l'un n'impose pas l'autre, hein, mais que les deux produits fonctionnent de concert si vous avez des besoins de masking. Parce que votre production, si vous provisionnez un environnement de test, peut-être que vous n'avez pas envie que ce soit les données de production qui soient sur vos environnements de test. Voilà. Et puis en fait, ce qu'ils ont voulu aussi dès le départ, c'est que ça soit agnostique, c'est-à-dire que ça puisse tourner sur n'importe quelle plateforme, on-prem, dans le cloud, sur les engineered systems. Et on verra que sur ce point-là, c'est plutôt bien conçu. Voilà. Puis aussi, il y a un des prérequis, c'est que, enfin, ce qu'ils n'ont pas voulu imposer, c'est qu'on ait besoin d'avoir une communication entre prod et test. C'est-à-dire que vos environnements ne sont pas obligés de communiquer par la couche Oracle. Comme c'est le cas très souvent aujourd'hui, on a de la ségrégation réseau. Donc du coup, les environnements ne communiquent pas forcément. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est Delphi quand on regarde un petit peu en détail? En fait, il va y avoir, c'est un produit qui qui met de l'intelligence au niveau du bloc. D'accord? Donc, à gauche, vous avez un environnement classique, vous construisez une base de dev, de test ou du AT. Vous avez à chaque fois la base qui est répliquée dans son intégralité. C'est ce qu'on aurait fait avec le script Herman que j'ai montré tout à l'heure. Delphix, lui, il va lui partager les blocs. C'est-à-dire que votre environnement de dev, de test et du AT, ils vont au final utiliser les mêmes blocs. En tout cas, tous les blocs qui sont communs n'ont pas besoin d'exister en plusieurs exemplaires. D'accord? Donc c'est ça qui permet de réduire la volumétrie. Et qu'est-ce que c'est en fait Delphix finalement? C'est une appliance plutôt storage avec de l'intelligence database dessus. C'est comme ça que moi je le définirais.
Alors, il y a un gros focus sur la documentation Delphix sur les API. Et en fait, il y a vraiment un travail qui a été fait pour l'intégration avec tous ces services, tous ces composants ici DevOps, pour que en fait, ça soit plus au DBA à s'occuper de gérer en fait ces environnements. Donc l'idée, c'est que ça puisse être géré complètement sans que le DBA. Donc le DBA va donner des ressources sur la plateforme Delphix, et après les développeurs vont pouvoir faire ce qu'ils veulent avec les bases dans les limites de ce qu'on le DBA leur a donné. Donc l'idée, c'est d'utiliser des bases Oracle qui sont assez traditionnelles dans un environnement DevOps. Alors comment on fait le setup de cette solution? Donc déjà, Delphix va vous être livré sous forme d'une appliance qui est une appliance en termes VM. En fait, c'est une VM qui vous livre. D'accord? Donc alors, il vous donne soit un fichier OVA, soit un fichier QCO2. Donc pour ceux qui connaissent, hein, ce sont des espèces de templates de machines virtuelles. Et en fait, vous devez mettre ça sur une configuration minimale qui est de 4 vCPU, 32 Go de RAM. Donc vous pouvez mettre ça sur le cloud, vous pouvez mettre ça sur votre VMware, un peu partout. Et vous avez besoin de block device que vous allez attacher à votre VM. D'accord? Alors combien il en faut? Ça se dimensionne par rapport à vos besoins. Et en fait, ce qu'on indique, alors moi c'est ce que j'indique grosso modo, c'est qu'il faut prévoir environ 150% de la taille de vos bases sources. Donc si vous avez une volumétrie de 2 Tera au total sur vos bases sources, il faut prévoir 3 Tera de stockage de block device que vous allez connecter à cette VM. Et vous devez avoir une configuration réseau qui existe entre votre source et votre target database server. Donc, quand j'ai dit que ça ne communiquait pas par OracleNet, comme Delphix, c'est une appliance plutôt storage, en fait, ça va être un réseau storage qui va être dédié, qui va être implémenté sur les différents serveurs. D'accord. Et ce réseau doit être aussi accessible de la VM Delphix. Alors, moi, j'ai fait un environnement de lab qui est sur une appliance. Moi, je voulais voir si sur une database appliance Oracle, si ça pouvait être pertinent. Donc, Delphix m'a dit oui. Nous, on n'a jamais testé. Ils avaient testé sur Exadata avec succès. Donc, moi, j'ai dit je vais tester sur notre appliance ici qu'on a chez DBI. Donc, pour ceux qui connaissent les appliances, c'est un ODA X8 de M, qui est une machine il y a quelques années. J'ai créé dessus 2 DB systèmes avec 2 bases non de conteneurs. D'accord? Donc les DB systems, c'est ni plus ni moins que des bases qui sont dans des VM. Hein. C'est la même notion qu'on a sur le cloud. Et j'ai créé une VM applicative. Alors une VM multi-usage, je dirais. Alors j'ai pas respecté les standards Delphix. J'ai créé que 16 Go de RAM, mais peu importe, hein, c'est vraiment sur un petit lab. Donc avec 4 vCPU et j'ai mis dessus 4 block device de 200 Go. Voilà. Là, c'est pour les commandes que j'ai utilisées sur mon appliance, si vous avez des appliances. Donc, en fait, ce qui est juste intéressant ici, c'est voilà, c'est la création de la VM Delphix. Donc, ici, je suis venu créer une VM avec les ressources. Et en fait, je suis venu remplacer ici, je suis venu remplacer mon bout de disque de ma VM par ce que m'avait livré Delphix. Vous voyez le fichier QCO2 ici. D'accord? Voilà, puis j'ai redémarré ma VM et puis voilà, j'avais mon appliance Delphix qui tournait sur ma machine. Voilà, puis ici vous avez les créations des block device. Alors, mes DB systèmes, j'en ai 2. J'ai un test DBS 01 qui va être mon serveur source qui fait tourner ma base, on va dire ma base de production, et j'ai mon test DBS 02 qui est mon serveur target. Alors, j'ai au préalable enlevé la base avec ODACLI. Donc, en fait, sur mon test DBS 02, il faut savoir que j'ai un moteur Oracle, j'ai du stockage un peu et c'est tout. Je n'ai pas fait de réglage supplémentaire sur ces systèmes. J'ai juste créé un folder pour les binaires Delphix. J'ai rien mis dedans, j'ai juste créé le folder. J'ai autorisé le compte Oracle à faire quelques commandes sudo et j'ai créé un mount point. Voilà.
Donc c'est tout ce que j'ai fait. J'ai fait un mkdir. J'ai autorisé, en fait, vous voyez ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans mes sudoers, j'autorise le compte Oracle à faire un mount. Ah oui, en fait, Delphix, c'est une appliance storage. Donc, je vais venir monter des shares dessus, des shares NFS qui sont sur l'appliance Delphix. Donc, j'ai besoin que le compte Oracle soit capable de faire des mounts, des U-mount, des mkdir, des rmdir, etc. Voilà. Et j'ai créé mon point de montage qui s'appelle MNT Provision. Donc, ça, c'est le point de montage par défaut Delphix. Et je lui ai affecté au compte DBA. Je me suis connecté ensuite à la console. Donc quand vous créez une VM, par défaut, vous déployez une appliance qui est une appliance virtuelle, vous vous connectez à la console graphique parce que c'est une appliance qui n'a pas de notion de réseau, hein, elle ne peut pas connaître vos infos réseau. Je me suis connecté dessus en graphique et je suis venu vraiment très simplement définir une adresse IP, des DNS serveurs, un hostname sur cette machine. J'ai fait un commit sur cette config réseau. Et puis, j'ai fait une petite commande qui permet de mettre à jour la config réseau sur cette VM, sur cette appliance. Et je suis venu la redémarrer avec mon ODA-CLI. Voilà. Et là, le setup, il est terminé. Donc, en fait, mettre en place, c'est assez facile. Je n'ai rien eu besoin que de quoi créer une VM quelque part, avoir quelques blocs storage que j'ai montés sur ma VM. Et puis, c'est assez rapide, hein, finalement. Voilà. Alors, c'est assez rapide. Voilà. Maintenant, j'ai accès à mon Delphix. J'ai quand même quelques étapes, j'ai quand même quelques paramètres complémentaires, mais là, je peux le faire directement à partir de la console web. D'accord? Donc, tout de suite, il nous demande quel type d'appliance. Vous voyez qu'en fait, c'est la même appliance pour Continuous Data, qui est la partie virtualisation que je vous présente actuellement, et le Continuous Compliance, qui est la partie masking. Donc, ça va être les mêmes fichiers, les mêmes OVA, les mêmes QCO pour déployer les deux produits. Voilà, donc là, je choisi du Continuous Data. Je vais venir lui dire qui est administrateur. Je vais venir lui préciser un serveur NTP. Au niveau réseau, je choisis sur quelle interface je veux venir travailler. Ça, c'est ce que j'aurais défini au préalable dans ma VM, hein, quand j'aurais provisionné ma VM sur mon outil de virtualisation. Je vais pouvoir lui mettre un certificat pour la console d'administration. Le storage, c'est là où c'est important, c'est là où je viens indiquer quels sont les blocs storage que je vais utiliser. Donc ça, c'est les 4 blocs storage de 200 GB que j'ai provisionnés. Je peux configurer des connectivités externes, notamment pour le proxy, pour le SMTP, par exemple, envoi de mail. Je peux choisir si j'utilise le LDAP pour authentifier mes utilisateurs sur la console. Et je peux choisir si j'utilise Kerberos pour venir, là c'est pour la partie, Delphix va venir se connecter au serveur base de données. Donc, je peux lui indiquer si j'utilise des logins passwords ou si j'utilise du Kerberos. Et bien sûr, Delphix, ce n'est pas un produit gratuit. Donc, vous devez enregistrer le produit, vous aurez une clé de licence et vous activez le produit avec cette clé de licence. Voilà, donc ça, c'est pour la deuxième partie du setup, je dirais. Vous faites Submit. Et quand vous allez faire le submit, il vous dit ce que vous voulez partir sur cette configuration et ça va prendre une dizaine de minutes pour configurer tout ça. Voilà, et là le setup est terminé et je vais arriver, si je reste sur la console graphique, je vais arriver sur la mire de connexion avec ma machine prête, mon appliance prête à fonctionner. Et donc je vais pouvoir configurer mes environnements, d'accord? Donc comment on utilise Delphix? Je vais venir configurer mes environnements, mes serveurs, hein, en quelque sorte, mes datasets, on verra ce que c'est que cette notion de dataset, mes virtual databases et mes policies. Alors, dans la terminologie Delphix, il faut savoir qu'une des sources, ça va être une base source, vos bases de données actuelles, hein, qui va avoir une copie dans Delphix. D'accord? Donc, la première étape, quand on aura défini l'environnement, ça va être
ça va être de créer des sources qui vont s'alimenter à partir de vos bases actuelles. Une VDB, ça va être une virtual database, hein, ça c'est assez facile à comprendre. Et une virtual database, elle va être créée à partir de cette des sources. Un dataset, ça va être ni plus ni moins que la somme des sources et des VDB que vous avez dans votre environnement. La notion de hook points, ça va être les prescripts et les post-scripts que vous allez exécuter avant et après refresh des virtual databases. Par exemple, vous pouvez dire, avant de faire un refresh d'une virtual database, je vais arrêter mon applicatif et je redémarre quand c'est refreshé. Voilà, ça peut être ça un hook point. Les policies, ça va être des refresh schedule, d'accord? Parce qu'en fait, toutes ces données, on va avoir des notions de refresh sur ces jeux de données. Ce qu'on appelle le snap sync, c'est les refresh de la source à partir de la base source. Et la notion de snapshot, alors ça, c'est une notion que vous connaissez déjà, hein, c'est le snapshot d'une base à un point spécifique dans le temps. Et bien sûr, on va pouvoir naviguer dans ces snapshots. Hein. Alors, quand vous allez vous connecter la première fois à la console Delphix, il va vous demander un password pour le user d'admin. D'accord? Donc, il faudra définir un password. Et je vais aller, donc là, vous avez la console de management Delphix. Et la première chose que je vais faire, c'est aller définir mes environnements. Donc, mes environnements, c'est très basiquement, ça va être vos serveurs sur lesquels il y a des binaires Oracle. Donc, sur l'appliance Delphix, il n'y a aucun binaire Oracle, il n'y a aucune licence. Hein. D'accord? L'appliance Delphix, c'est une appliance plutôt storage qui va venir monter des shares sur vos différents environnements, vos différents serveurs Oracle. Donc ici, je vais venir simplement ajouter mon premier serveur. Mon premier serveur, il va s'appeler prod. Il y a une IP, il y a un port. Et là, j'ai choisi de m'y connecter avec un couple login password, mais ça pourrait être du Kerberos, hein, par exemple. Voilà, et je dois simplement lui indiquer où je vais déployer mes binaires Delphix. Donc en fait, il n'y a rien à faire au préalable sur ces environnements, sur ces serveurs. Voilà, je lui indique juste le chemin que j'aurais créé au préalable, mais c'est tout. En fait, les binaires Delphix, je n'ai pas à les déployer. C'est cette étape-là, c'est cette création d'environnement qui va le faire. Voilà, je submit ma tâche. Voilà. Et ça dure quelques secondes et je vais voir que dans mes environnements, maintenant, j'ai mon environnement de prod avec mon host qui correspond à ma production. Je vais venir ajouter un second serveur. Donc là, dans l'exemple que je vous montre, j'ai un serveur qui est de prod et un serveur de test. Donc, je lui indique mon nom d'environnement, mon host, le port et puis le login password. Voilà. Et je lui indique à l'identique un pass pour déployer les binaires Delphix. Donc ça, c'est fait quand on crée l'environnement, c'est fait à ce moment-là. Voilà, je submit. Et donc, je me retrouve avec une vue dans mon environnement avec mes deux serveurs, prod et test. Et si je regarde dans l'onglet Databases, donc dans Databases, sur mon environnement de prod, je vois que j'ai bien une DT. Alors, elle s'appelle DBTST1, mais elle pourrait s'appeler DBprod. Donc là, je vois bien que j'ai une base. Et si je regarde sur mon environnement de test, déjà, je n'ai pas de base. Hein. J'ai un serveur sur lequel je n'avais que des binaires Oracle, hein, rien de plus. D'accord? Et donc là, l'idée, bien sûr, ça va être de monter une virtual database sur cet environnement de test qui ne consommera pas d'espace. Voilà, alors maintenant, je vais aller dans Dataset. Alors, je vais avoir besoin de créer à minima une première des sources. Donc, je vais dans Dataset. Alors, je suis obligé de créer un groupe. Donc, le groupe, c'est pour quand on a des gros environnements, c'est pour organiser les différents datasets. Voilà, je vais créer un groupe qui s'appelle MyDB. Et à partir du moment où j'ai un groupe, je vais pouvoir ajouter une des sources. Donc, une des sources, ça va se faire à partir d'une base existante. Donc, il y a tout un wizard qui vous permet de configurer cette des sources. Alors, c'est assez bien fait, hein, si vous ne savez pas, voilà, c'est assez logique et en tout cas, vous avez différents écrans qui font que vous n'avez pas tellement besoin de... Alors, normalement, il faut regarder la doc, hein, mais si vous l'avez fait une fois ou deux, vous retrouvez facilement vos informations. Voilà, donc je choisis une source database. Ici, j'en ai qu'une, c'est facile. Hein, je viens cliquer sur ma base de prod.
Et je vais pouvoir, alors éventuellement, si je me connecte avec un user qui n'est pas le user Oracle, je vais avoir besoin de lui donner des credentials d'un user qui a accès à la base. Hein, d'accord. Donc là, j'ai pas besoin, je me connecte avec le compte Oracle. Voilà. Et en fait, je vais donner un nom à cette D-source. Alors, très souvent, le D-source, en fait, on lui donne le même nom que la base de production. Voilà, je choisis le target group. Et je peux choisir si je charge immédiatement la D-source. Alors, la D-source, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'en fait, il va venir dupliquer les données de la base source. Hein. Donc ça, si votre D-source, elle fait 3 Tera, ça va prendre un petit peu de temps pour faire cette première copie. Et ensuite, bien sûr, cette copie, elle sera mise à jour de manière incrémentale à partir de la base source. Cette D-source sera sera synchronisée à partir de la base source, mais de manière incrémentale. Voilà. Il y a des notions de policy, c'est-à-dire qu'en fait, ici, on va pouvoir choisir tous les combien de temps je fais un refresh de cette D-source et combien de temps je garde. Voilà, donc là, on a les hook points. Donc les hook points, comme j'indiquais, c'est ce qu'on fait avant et après l'opération. Là, j'en ai pas mis. Hein. Voilà, puis on va lancer, on va soumettre cette tâche et là, ça va prendre un certain temps. Voilà, donc là, DBTST1, c'est maintenant une des sources. D'accord. Et tout de suite, il va nous dire, ah, mais ça serait bien que sur la base source, on active le block change tracking. D'accord. Donc le block change tracking, c'est pour faire des backups incrémentaux plus rapides. Et donc Delphix, quand il fait cette synchronisation, voilà, il demande, alors c'est pas obligatoire, mais il nous met un warning et il a besoin du block change tracking. Voilà, et c'est conseillé de l'utiliser. Alors, maintenant que j'ai défini ma D-source, je vais pouvoir provisionner une virtual database. Donc, je vais aller toujours dans les datasets. Je vais faire provision VDB. J'ai également un wizard qui permet de le faire assez facilement sans avoir besoin de regarder dans la doc. Je vais choisir ma base source. Donc ici, ça va être ma D-source que j'ai provisionnée juste avant. Je peux choisir si je fais un provisioning rapide ou un peu moins rapide, dans le sens où, étant donné que ma D-source, j'ai des snapshots également qui correspondent à différents points dans le temps, je peux tout à fait utiliser un snapshot d'avant-hier plutôt que le tout dernier d'aujourd'hui. D'accord. Sinon, la plupart du temps, ça va être je prends le tout dernier snapshot, celui qui est courant de la D-source. Je lui indique quel est mon target environnement. Donc là, j'indique mon environnement de test, donc mon serveur de test. Alors, je peux choisir, hein, si vous avez plusieurs homes, vous pouvez choisir le home, vous pouvez choisir le user. Ici, je suis parti sur une configuration où j'avais un home par environnement. Et puis ensuite, il vous indique, alors ça c'est important parce qu'en fait, par défaut, il vous met des noms un petit peu, je ne veux pas dire aléatoires, mais auto-générés. Et donc ça, vous avez peut-être envie, vous, d'avoir des noms spécifiques. Hein. Donc, par exemple, moi, cette VDB, je suis venu préciser, je voulais qu'elle s'appelle VDB test. D'accord. Sinon, elle va vous mettre un nom généré avec des underscores, des lettres. Voilà, donc vous avez ce choix ici du name, de la VDB name, du unique name et également du SID. Donc faites attention à ça pour que ça soit bien voilà, ce que vous souhaitez comme nommage. On aime bien avoir des nommages précis sur différents environnements. Et lui, il ne peut pas connaître, il ne peut pas en définir lui-même. Donc voilà, je peux choisir, on n'est pas obligé de repartir avec l'exacte configuration de production. Par exemple, vos online logs, s'ils font 2 gigas sur la production, vous n'êtes pas obligé d'en avoir des 2 gigas, ça ne fait pas de sens sur un environnement de test. Donc là, j'en profite pour les redimensionner à 200 mégas. Vous pouvez choisir si vous activez le mode archive log ou pas. Vous pouvez choisir si vous restartez la VDB quand le hôte redémarre. Ben oui, parce que quand votre hôte il redémarre, il faut savoir que en fait, les mécanismes classiques de démarrage d'une base Oracle ne fonctionnent pas parce qu'en fait, vous avez besoin de ces points de montage. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on a l'agent Delphix, les binaires Delphix sur le host qui vont permettre d'aller chercher les points de montage et ensuite de démarrer la base.
Voilà, et puis vous pouvez choisir des policies, donc ça on en parlera un peu après. Si vous avez également l'autre module de Delphix qui est le masking, en fait, vous pouvez choisir à ce moment-là de masquer cette virtual database. D'accord? Donc c'est l'occasion de faire les 2 opérations en même temps. Voilà, il y a toujours les hook points qui sont proposés, et ensuite vous pouvez simplement soumettre la tâche. Voilà, donc en fait, quand on regarde un petit peu qu'est-ce qu'il fait, ben, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va simplement bah, monter les points de montage sur la machine virtuelle, ou sur la machine, hein, qu'elle soit virtuelle ou pas d'ailleurs. Et puis, il va venir créer un control file, donc toutes des opérations qu'en tant que DBA, on connaît, hein. On crée un control file avec les chemins des fichiers, la configuration des read logs qui seront dans ce montage, hein, dans ce MNT provision. D'accord? Et ça prend quelques secondes, hein. Ça prend quelques secondes à quelques minutes, hein, quelle que soit la volumétrie source, hein. D'accord? Alors pourquoi? Parce qu'une virtual database, elle va être représentée sous forme de points de montage sur un serveur, mais finalement, ces blocs qui sont mis à disposition, ce ne sont que des pointeurs vers la des sources. D'accord? C'est pour ça qu'on provisionne très rapidement des grosses volumétries, sans aucun problème. Et autant de fois qu'on veut, sans consommer l'espace. Voilà, donc ma DBTST1 est provisionnée, enfin ici je vois que ma VDB test est provisionnée, et dès qu'elle est provisionnée, elle est running, elle est open read write. Alors, si je regarde au niveau système, c'est ça qui est intéressant. Je me connecte sur mon DB système. Ben, je regarde ici, je vois que j'ai des shares NFS qui ont été montés automatiquement par Delphix. Je retrouve datafile, archive. On sait ce que c'est, hein, qu'on fait de l'Oracle, on connaît tout ça, un temp pour les temp files. Je vois que j'ai un PMON avec ma virtual database. Alors, 5 minutes avant, je n'avais aucune base qui tournait, j'avais pas de data file, j'avais pas d'instance, j'avais rien, hein. J'avais juste un moteur. Et ici, si je regarde dans l'Oratable, alors j'ai pas d'entrée. Delphix ne vient pas mettre d'entrée dans l'Oratable, alors c'est pas très gênant, hein. Et ici, si je regarde un petit peu plus en détail, si je viens me connecter à cette base, par curiosité, bah, je vois que j'ai une instance qui s'appelle VDB-test, qui est primaire, qui est ouverte en read-write. Je vois que j'ai un control file, bah, alors bien sûr, il est dans MNT provision. Je vois que j'ai des data files, toujours dans MNT provision. Je vois que j'ai des archive logs. Donc, ma base, elle est somme toute assez normale, hein. D'accord? Donc, Oracle, lui, il voit une base complètement normale. OK? Alors, cette VDB, bah, elle va vivre sa vie. Si vous voulez la rafraîchir manuellement, donc ici, on imagine qu'elle a vécu un petit moment. Bah, je vais faire un refresh. Ici, je clique, j'ai un petit bouton refresh, très simplement. Il va me demander si je veux la refresher à partir du plus récent état de ma source. Donc il me dit, bah voilà, ça date du ici 20 mars à 11h29, ou si je veux un point dans le temps plus précis. D'accord? Donc moi, étant donné que ma source, elle a en fait, elle a des snapshots qui correspondent à différents points dans le temps, je peux tout à fait choisir quelque chose de plus ancien. Voilà, et puis tout ça, je vais soumettre ce job de refresh et ça va prendre quelques secondes, hein. D'accord? Donc tout ça, ça se fait vraiment à partir du moment où on a la source, on manipule très facilement des grosses volumétries en quelques secondes, quelques minutes. Et bien sûr, hein, dans le refresh, il va recréer le control file, et cetera, et cetera. Voilà, alors après, donc encore une fois, ma VDB test, elle va vivre sa vie. Si je me rends compte à un moment donné que j'ai donné cette base à quelqu'un qui a fait des tests, qui dit: «OK, j'ai fait des tests, mais maintenant j'aimerais bien revenir à un snapshot précédent», je peux tout à fait, donc j'ai une historique ici, j'ai ce qu'on appelle le time flow, j'ai oublié de le préciser dans la nomenclature, mais le time flow, c'est simplement, tous les snapshots qui sont disponibles et sur lesquels je peux revenir. Donc j'ai simplement un petit bouton ici de rembobiner, donc je rembobine ma base, comme on ferait sur un flashback database, hein, sauf que lui, c'est Delphix qui va mettre à disposition des point points qui correspondent à un état des blocs, de ce moment-là. D'accord? Donc ça se fait assez facilement. Il va arrêter la VDB, il va démonter les mount points, il va remonter des nouveaux mount points avec un nouveau contenu, et il va redémarrer l'instance et puis c'est tout.
D'accord? Donc là, je lui dis, bah, reviens-moi à ce point dans le temps-là, aucun problème. Alors, les policies, qu'est-ce que c'est? Les policies, c'est tout ce qui va définir les mises à jour, les snapshots, c'est tout un peu ça. Parce que là, on a bien vu les mécanismes de des sources, de VDB, d'environnement. Les policies, c'est ce qui va orchestrer un peu tout ça. C'est quand est-ce qu'on fait des refreshs de VDB, quand est-ce qu'on fait des refreshs de des sources, etc., etc. Voilà, donc quand on va dans les policies, on a la notion de SnapSync. SnapSync, ça va être pour les refreshs de la D-source. Donc cette D-source, bien sûr, elle va être alimentée à partir de la base source et on va définir un scheduling spécifique pour ce refresh. On a une policy aussi pour les VDB snapshots, parce que les virtual databases, elles vont aussi avoir des snapshots. On va aussi pouvoir revenir à des états, parce que la virtual database, elle va vivre sa vie, hein. D'accord? Donc, on va avoir des testeurs qui vont tester des choses, qui vont vouloir revenir, soit c'est le DBA qui fait, soit c'est le testeur qui revient dans le temps. Donc, il y a aussi cette notion de snapshot, c'est-à-dire tous les combien on prend un snapshot de la VDB. Il y a aussi la notion de rétention, c'est-à-dire combien de temps je garde les données dans le temps pour que je puisse revenir, hein. On considère par exemple ici que bon, bah, jamais j'aurais besoin de revenir à plus d'une semaine en arrière, par exemple, c'est le défaut, hein. Aussi l'automatisation du refresh de la VDB, c'est est-ce que je veux que ma VDB, bah, finalement, elle n'a de sens que si elle a un refresh régulier à partir de la des sources. Donc tout ça, c'est tout des scheduling qu'on va définir. Il y a moyen de définir des choses un petit peu évoluées dans cette fonctionnalité Manage Policies. Alors voici l'exemple. Alors après, je ne m'étends pas trop là-dessus parce qu'on a moyen de faire des choses très complexes et puis c'est pas trop le sujet d'aller en détail ici. Voilà, ici, je planifie un daily refresh de ma VDB durant la nuit. Voilà, donc je crée une policy daily refresh. Je lui dis, bah, tu me prends le snapshot de la des sources le plus récent, hein, je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose de plus ancien. Et puis ici, je définis à quelle heure je fais ça. Donc le dimanche à 2 heures, le lundi à 2 heures, voilà, je peux définir des choses un petit peu évoluées. Voilà, et je soumets la policy qui va s'appliquer à cette VDB test. Voilà, tout simplement. Alors, dans ce qui est intéressant dans Delphix, alors, le produit est intéressant, mais l'idée aussi en plus, c'est finalement, est-ce que le DBA a besoin de gérer cette vie de virtual database? Peut-être pas, en fait. Peut-être que le DBA a envie de déléguer ça à quelqu'un d'autre, notamment les utilisateurs. Donc, il y a un self-service portal qui existe. Et voilà comment on l'implémente. Donc, en fait, l'objectif de ça, c'est de donner aux développeurs le contrôle sur la timeline de la virtual database. D'accord? Alors bien sûr, on définit les règles, hein, mais l'idée, c'est que le développeur puisse contrôler cette timeline. S'il a envie de revenir, bah, il revient lui-même, et puis il ne demande pas au DBA. Le DBA, en fait, il a moins de boulot. C'est peut-être un peu bien aussi pour nous. Voilà, donc libérer le DBA des tâches qui peuvent être assez longues, assez ennuyeuses, assez répétitives. Donc en fait, on va aller, donc on a dans Delphix dans le menu de management, on a users. Alors quand on va dans users, on va voir déjà qu'il y a un user existant, qui est mon user admin que j'ai créé quand j'ai provisionné la solution. Donc on va venir cliquer sur le petit plus et on va créer un self-service only user. Donc ici, le user peut soit être un user admin ou un user self-service only. Donc là, ici, l'idée, c'est de créer un self-service only user. Je lui donne un nom, un password, et je lui donne une adresse email. Voilà. Et puis, pour configurer ce self-service portail, ben, on va aller justement en haut ici, on va aller cliquer sur self-service. Et on va aller définir un data template. D'accord? Donc, par défaut, il n'y a rien dans le self-service. On va définir un data template. Et ce data template, on va lui dire que c'est un data template avec une des sources. Donc là, ici, je choisis ma base des sources qui correspond à ma copie de production, ici, DBTST1. Et en fait, on va configurer un data conteneur. Voilà. Le data conteneur, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être
En gros, ça va être un espace qui va être alloué pour ces self-service users. Alors avec certaines limites en fait pour justement garder le contrôle, que le DBA garde le contrôle sur la volumétrie de données qu'on a dans ce conteneur. C'est plutôt ça, c'est un espèce de conteneur logique en fait pour les utilisateurs. Donc on vient créer un data conteneur et en fait on lui dit à quel user il est affecté ce data conteneur. Donc là ici je vais l'affecter au user exchange. Voilà, et en fait c'est là où je fais le mapping entre mon user et ma VDB. D'accord ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où vous définissez un portail, pas un portail, mais un self-service pour une VDB et un user, bah, ça veut dire que c'est plus vous en tant que DBA qui gérez les refresh. Hein. Donc, il n'est plus question de faire des refresh quand vous le souhaitez, puisque vous déléguez cette fonction aux développeurs, aux testeurs. Voilà, donc les policies qui auront été définies sur la VDB ne s'appliquent plus parce qu'en fait, on a délégué cette fonction à l'utilisateur. Voilà, donc maintenant, on a alors, c'est moins user-friendly, hein, ce portail self-service. Hein, c'est pas forcément très, très... bon, par contre, il suffit de s'habituer et puis ça marche bien. Donc voilà ce que va voir notre utilisateur Exchange qui va se connecter au portail. Lui, il va se connecter avec ses credentials. Et il va choisir dans quel environnement il travaille, si on imagine qu'il a plusieurs environnements, donc son template dans lequel il y travaille. Et il va voir cette interface et il va voir la timeline de sa virtual database. Et en fait, à tout moment, il peut naviguer dans cette timeline et puis cliquer sur la petite ici, sur soit ici, sur le restore, il peut naviguer dans sa timeline. Alors, il peut aussi mettre des bookmarks et revenir sur ces bookmarks. Donc, soit il revient avec la timeline, ou sinon, s'il sait qu'il y a une mise à jour applicative, par exemple, il peut dire bah, là, je mets un bookmark. Et puis, c'est un espèce de restore point, en fait, hein, ce bookmark. Et donc là, il va naviguer dans sa timeline. Il y a aussi une notion de branche. Alors, je ne développe pas ici parce qu'après, ça prend un peu plus de temps. Il y a une notion de branche où, en fait, il peut dédupliquer les versions, alors sans dédupliquer les données, bien sûr, mais il peut voilà, faire des tests, revenir à un point dans le temps qui est dans une autre branche. C'est ce qu'on appelle dans le jargon Oracle les incarnations. Hein. En fait, il se déplace dans les incarnations de sa base. Et il fait ça tout seul sans que le DBA ne soit sollicité. Et sans que ça consomme trop d'espace, parce qu'on imagine que, surtout si c'est pour des tests unitaires, en fait, nous, d'un point de vue storage, en fait, on ne va pas avoir beaucoup de consommation. Hein. C'est ça le principe. Hein. C'est d'avoir la vitesse de provisioning, la vitesse de se déplacer dans les snapshots, et surtout pas la consommation d'espace. Voilà, donc ici, j'ai un exemple où je vais revenir à un point dans le temps précis, et puis je vais faire restore, et puis il va faire cette opération. Alors, la conclusion hein, par rapport à ces tests et puis par rapport à l'expérience qu'on a chez les clients qui ont Delphix, et puis surtout pour répondre à la question, parce que est-ce que c'est un produit qui peut être adapté à vos besoins? Alors déjà d'un point de vue pur technique, hein, moi je suis vraiment quelqu'un de purement technique, déjà c'est assez intelligent comme solution. C'est d'avoir toute l'intelligence au niveau storage et d'avoir juste faire les opérations database sur les serveurs DB. C'est bien pensé. Ça tourne sur n'importe quel type de plateforme. Delphix m'avait pas dit, c'est certifié sur ODA. On a testé sur ODA, ils ont dit, ils ont dit sur ODA, ça marche sur tout en fait et c'est vrai en fait. C'est quelle que soit aux plateformes, même si vous êtes sur le cloud. Alors est-ce que ça fait sens sur, par exemple, un engineered system comme un ODA ou un Exadata? Oui, parce qu'en fait, vous économisez du storage et on sait que sur ces plateformes, qu'est-ce qui coûte cher? Le storage. D'accord? Parce que c'est du SSD NVMe ou alors c'est du storage, c'est les cellules Exadata, donc ça coûte cher. Donc ça peut être très intéressant. Hein. Donc on n'a pas besoin de shared storage puisque l'appliance Delphix est un shared storage à elle-même. D'accord? C'est elle qui va faire serveur NFS.
Vous n'avez pas besoin d'hardware spécifique. Donc, prenez l'exemple, par exemple, de Pure Storage. Pure Storage, c'est aussi du stockage intelligent, mais par contre, c'est du matériel. Ici, vous avez une VM, donc vous n'avez pas besoin de changer vos habitudes en termes de matériel, puisque ça tourne sur n'importe quel storage, n'importe quel hardware. Voilà, je pense que économiser du coût, effectivement, le stockage, ça a du coût, le stockage performant, ça a du coût. Pour de la base de données, on a du stockage performant. Donc là, ça peut faire du sens pour économiser des coûts de stockage. Si vous avez en plus besoin du masking, donc ce qu'on appelle Continuous Compliance, c'est le module masking, oui, les deux produits sont associés. Donc voilà, l'association des deux, ça peut être vraiment quelque chose d'assez sympathique. Et c'est une solution qui est pilotée par un GUI et par des API, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, on sort de la ligne de commande, on sort du scripting, on est vraiment, tout est prévu dans le produit pour ça. Donc ça, c'est bien en fait, hein. Et en fait, ça ne vous coûte pas plus cher en licence, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez accélérer le provisioning de vos environnements de test, de dev, du AT, sans avoir besoin d'ajouter du cœur, hein, du cœur Oracle. D'accord? Donc, alors, dans les inconvénients, moi, que j'ai pu constater avec les démos et puis l'expérience que j'ai chez les clients qui ont cette solution, en fait, c'est pas, si vous avez des petites volumétries, ça va pas être forcément adapté pour vous. Donc, si vous avez quelques bases qui font quelques centaines de gigas, vous avez 2 bases de 100 gigas, c'est peut-être un peu cher pour vous. Ça doit se comparer avec aussi l'ajout de cœur, parce que si vous voulez, si vous prenez ce produit, vous allez provisionner plus rapidement vos bases de données, mais ça ne vous donne pas plus de puissance sur les bases de données. Dans vos traitements, dans l'exécution de votre code SQL, ça ne va pas aller plus vite parce que vous avez Delphix. Donc, c'est à mettre en comparaison avec l'achat de licence Oracle supplémentaire, l'achat de cœur supplémentaire. Donc, si vous avez des très petites bases, est-ce que vous avez vraiment besoin de ça? Je ne suis pas sûr, parce que ça va aller plus vite, mais quel est voilà, est-ce que la valeur pour vous est intéressante? Voilà, si vous avez des petites volumétries, c'est peut-être pas forcément justifié. Et moi, ce que j'ai noté, c'est que le portail self-service, il n'est pas tellement user-friendly. Alors bon, ça, c'est vraiment une sensation que j'ai. Je pense que quand on l'utilise, voilà, c'est gris, c'est rouge et c'est pas très convivial, mais bon, je pense que ça répond bien aux besoins. Et puis ça marche bien parce que le produit est bien conçu et robuste. Donc je pense que là, on peut aller au-delà de ça. Donc voilà pour la présentation.